Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou que vous voulez esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, il y a le chapitrage en description, il y a aussi un lien vers tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, TikTok, etc. Voilà, maintenant que c'est dit, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça permet à la chaîne de grandir doucement mais sûrement. On a dépassé les 3200 abonnés, ça fait super plaisir. On a dépassé les 500 sur TikTok, ça fait super plaisir. Et bah maintenant que c'est dit, on commence maintenant. On commence tout d'abord par Pline, le 11e tome. Alors un petit peu particulier parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, le début en fait c'est une sorte de flashback. En fait on va voir les origines de Gaius, donc le mec qui a une quinte de toux, qui est souvent, qui est, je sais plus, j'ai plus le terme, qui est asthmatique. Donc on découvre un petit peu ses origines, comment il est allé à Rome. C'est super bien. Plane, c'est toujours un petit plaisir à lire, même si d'un tome à l'autre, je me souviens plus de tout ce qui s'est passé. Ça reste quand même une lecture plaisante, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'un de ces quatre, je me relise toute la série pour apprécier d'autant plus l'intrigue, parce que j'avoue que sur le coup, dès que ça commence à parler un petit peu dans la géopolitique avec Néron et compagnie, je suis largué. Dans un autre délire, une série qui d'un tome à l'autre, je suis totalement perdu, c'est le 10e et dernier tome de Levius Est, que j'ai pas lu, parce que des souvenirs que j'ai du tome 9, j'étais déjà en train de me dire, ouais, je comprends pas trop l'intrigue. J'ai pas envie de lire le 10e et dernier tome, de dire, ah ouais, c'est pas bien. Alors que la série sera sûrement très bien. Je préfère me relire ça, un de ces quatre, me relire Levius et Levius Est, lire les 13 tomes de la série, hein, donc les 3 tomes de Levius plus la suite Levius Est, et la suite est fin. Et voilà, appréciez d'autant plus la conclusion. Après, visuellement, ça reste une série qui est géniale. Si vous n'avez pas commencé, foncez, c'est super bien. Et j'ai déjà hâte de découvrir la prochaine œuvre de l'auteur. Kowloon, générique romance, tome 4. Eh bah putain ce tome, qu'est-ce qu'il est bien. Là, l'auteur a mis les pieds dans le plat, on va dire ça comme ça, parce que on avait quelques indices, quelques intrigues par rapport, alors j'ai oublié son nom, c'est le Kowai, hein, donc le disciple de l'héroïne, et le fait qu'il avait rencontré une fille, Kujirai comme lui, comme elle, dans le passé, et dès qu'on découvre dans ce tome-là le pourquoi du comment. Mais, enfin, on découvre le pourquoi du comment. On découvre en fait qui c'est vraiment, cette Haute Kujirai. Maintenant, le pourquoi du comment cette Haute Kujirai, on ne sait pas encore. Et là, j'avoue, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller, parce qu'on part vraiment dans un gros délire de science-fiction. Alors qu'au début, tu t'attends juste à un petit sexoflag sympathique entre trentenaires. Là, on part vraiment dans du gros délire SF, et je suis très curieux, surtout qu'on a encore cette intrigue avec ce triangle, enfin cette figure géométrique dans les airs. On sait toujours pas vraiment exactement ce que c'est. Kowloon Generic Romance, c'est trop bien. Maintenant, on parle du deuxième tome de Midnight High Goku, donc un tome qui est divisé en deux histoires. Déjà, on a la fin de la troisième histoire, quatrième histoire qui avait commencé à la fin du tome 1, qui est bien, qui dure très longtemps. Ça fait quasiment les trois quarts du bouquin. Il y a sur 280 pages, il y en a 230, c'est cette histoire-là. Qui est très longue, qui est vraiment bien, même si j'ai pas relu le début, donc ce qui fait que j'étais un petit peu perdu, mais elle reste sympathique, on part vraiment dans des gros délires, mafia chinoise, etc. Grosse castagne, le délire avec, j'ai bien aimé le délire avec les gens qui, les 10 heures de bonne aventure, et qui se renseignent grâce au data center, etc. C'est vraiment cool. Et la deuxième histoire qui est beaucoup plus courte, qui fait qu'une quarantaine de pages, où j'allais dire Cobra, Goku retrouve une copine de sa jeunesse, qui est une pilote de course. Donc il y a tout un délire autour d'elle, et le fait qu'elle aurait un micro, un microcode, et qui est en fait qui est sur un tatouage qui est sur sa fesse. C'est une histoire qui est vraiment très bien, qui est moins ambitieuse parce qu'elle fait que 40 pages, mais voilà, c'est vraiment bien. Et bientôt le troisième et dernier tome, j'en parlerai dans quelques temps. Et Midnight Goku, j'aime beaucoup. C'est très différent de Cobra, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, j'apprécie beaucoup plus que Cobra qui part dans tous les sens, qui est très long, et où il y a un petit peu explorer un peu tous les genres. Là, on reste dans le même genre du polar noir, etc. C'est vraiment bien. Je vous conseille, franchement, si vous connaissez pas, c'est qu'une série en 3 tomes, et elle est vraiment très bien. Orimiya, tome 3. Toujours aussi bien Orimiya, c'est vraiment une petite lecture bien sympathique qui fait très plaisir. Donc on est toujours, ce qui adapte la saison 1, mais je comprends les gens qui disaient que la saison 1, enfin l'animé sur Wakanim qui a 1 an et demi,
aller très vite et zapper pas mal de choses. Il y a beaucoup de passages dans ce tome-là que j'avais jamais vu, ou alors j'ai des très mauvais souvenirs. Il y a beaucoup de passages par rapport au petit frère de Ori, qui se rend compte que sa grande sœur et donc Miyamura sont en couple, et il dit: «Bon, je veux pas les gêner, je veux pas être avec eux, donc je vais rester à l'école plus longtemps». Ça, c'est des trucs qui sont pas dans l'animé. Il y a ouais, il y a vraiment des petites histoires en plus qui sont super intéressantes, ce qui fait que, bah, j'ai beau avoir vu, la série complète, bah, j'ai encore des choses à découvrir avec le manga, et ça, c'est trop bien. Shine, tome 15 sur 24-25, si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est toujours un très grand plaisir à lire, à découvrir chaque tome. Donc là, on avait laissé Ikumi, j'ai plus le nom du héros, excusez-moi, qui devait créer un sac 3 en 1, voire 4 en 1, et donc il se creuse la tête à découvrir, essayer de trouver un sac qui peut être à la fois un sac, une banane, un sac à dos, etc. Ce qui est compliqué de rendre ce truc-là aussi polyvalent. Donc il y a toute une réflexion par rapport à ça. On a aussi Shiyuki, j'ai oublié son nom, excusez-moi, toujours, qui est toujours face au monde des mannequins, et le fait qu'il face à 1m50, face à des mannequins qui font 1m80, il est toujours en difficulté. Surtout que là, il y a le TCG qui arrive, donc le Tokyo, je sais plus quoi. Bon, c'est le grand showroom des artistes, enfin des mannequins et des modélistes de Tokyo. Et on a aussi le retour de ce personnage-là, donc qui était apparu pendant l'arc tournoi, tome 8-9, qui était parti à Paris et qui revient, qui a donc sûrement monté en compétence, hâte de voir ce qu'elle va devenir, surtout que, oh, il y a un petit délire de triangle amoureux qui se crée sur le fait que, il y a plusieurs personnages féminins qui sont amoureux de Ikuto, le héros, voir comment ça évolue, surtout que, bon, c'est pas la partie la plus intéressante de la série, ce triangle amoureux, on va voir comment ils vont développer ça. En tout cas, Shine, c'est toujours un petit régal. Blue Period, tome 8, alors c'est le tome 8 collector, j'ai eu donc le petit bouquin, qui est sympathique, mais en fait, je m'attendais en fait à ce que ce soit une sorte de recueil des peintures qu'on a eu dans la série, et finalement c'est les illustrations couleurs qu'on voit à droite à gauche, les doubles pages couleurs, les pages de garde couleurs qui sont dans le magazine de publication japonais. C'est bien, mais j'avoue que j'aurais aimé voir les tableaux. Alors il y a un tableau ou deux, mais il y a tellement de tableaux qu'on nous montre en 7-8 tomes que j'aurais aimé les voir en vrai, voir la vraie couleur. Qui était une chose qui était bien dans l'animé, c'est qu'on voyait les tableaux en couleur. Et souvent quand les personnages contemplent, ils font: «Oh regardez, c'est ce bleu majestueux». Bah ouais, mais moi j'ai du noir et blanc, donc je vois pas ce bleu majestueux. Ce qui est un petit peu dommage, qui aurait pu être intéressant si on les avait mis ici au dos, mais je pense que ça c'est un truc pareil au Japon, ils n'y ont pas pensé, c'est un petit peu dommage. J'ai vraiment du mal avec l'arc de Gedai, où donc Yatora est donc à l'université, parce que il arrive à l'université et en fait il se rend compte qu'il y a un gouffre entre lui et les autres ennemis, parce qu'en fait lui il a vraiment que 2-3 ans de peinture dans les pattes, là où les autres ça fait des années qu'ils s'entraînent, qu'ils ont échoué, etc. Lui, de par son immaturité, il a réussi à passer, et là il se rend compte que il a pas cette connaissance, et c'est peut-être un petit peu chiant de le voir autant galérer, alors qu'il a galéré jusqu'à présent. Tu dis bon, t'es dans un nouveau monde, ok, tu vas avoir des défis, mais là, t'as l'impression que le mec, il a pas sa place en fait ici. Tu dis en fait pourquoi t'as obtenu ta place à Gedai si t'arrives même pas à faire les trucs de base. C'est bon, c'est peut-être moi qui chipote, mais j'avoue que j'ai un peu de mal pour l'instant avec l'arc Gedai, où il est à l'université. Bon, on va voir si ça va s'améliorer par la suite. En tout cas, Blue Period, c'est vraiment très bien. Je vous conseille le manga. L'anime est très bien. Il couvre les 6 premiers tomes, donc soit la première saga du manga. En tout cas, Blue Period, c'est vraiment très très bien, même si j'aime un peu moins Stark actuellement. Tokyo Revengers, tome 17. Donc, on est toujours dans l'arc du Tenjiku. Donc, cette branche, enfin, ce gang c'est des lycéens, je crois. Ils sont beaucoup plus vieux que les héros, qui vit à... Je ne sais plus où, je crois qu'ils en avaient parlé, mais bon, c'est une autre région du Japon, qui donc, lui, le chef du Tenjiku, est plus ou moins lié à Mickey, donc c'est censé être le demi-frère de sa petite sœur, donc j'ai oublié son nom, excusez-moi, donc la copine de Draken, qui dans ce tome-là se prend un putain de coup de batte dans la tête, et donc tu commences à faire les connexions avec à chaque fois le futur de Takemichi, où à chaque fois il revient et il dit putain mais c'est encore pire la blouse, et donc tu comprends en fait qu'est-ce qui s'est passé entre les 10 ans où à chaque fois il se téléporte, et donc là le fait que la petite sœur de Mikey se soit fait tuer, ça l'a rendu complètement barge, le Tenjiku a pu l'absorber, le modifier, lui laver le cerveau, et donc vivement la suite parce que j'ai des bons souvenirs de ce qui se passe par la suite, là où l'art actuel en scan il pue un peu ses grands morts. À voir si ça s'améliore par la suite. En tout cas, moi, Tokyo Revengers, j'aime toujours autant. Vivement le tome 18 qui sera en plus fourni avec le databook. Donc on va avoir plein d'informations sur l'univers de Tokyo Revengers, ça c'est super intéressant.
Le deuxième tome de Le Cauchemar d'Innsmouth, donc le nouveau titre des chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc qui était une série en 2 tomes, donc là c'est la fin. J'avais beaucoup aimé le premier tome, qui était vraiment l'une des bonnes surprises de cette collection, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et le tome 2 vient confirmer le fait que c'était une très bonne série. Le tome 1 était génial avec cet étudiant, enfin, qui va retrouver un petit peu la famille de sa mère, qui arrive dans un petit village côtier. On lui dit: «Ouais, entre ces 2 villages-là, enfin, ces 2 villes-là, il y a la ville d'Innsmouth, mais c'est des parias les mecs». Et donc il arrive dans une ville où les mecs, ils sont mi-hommes, mi-poissons. Et le tome 2, on part vraiment dans une sale ambiance. Genre au tout début, quand il est dans son hôtel et qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans sa chambre, je vous jure que j'avais peur de tourner les pages. Ça fait tellement flipper. Et la suite, la fin, génial. Clairement pour moi, c'est l'un des meilleurs titres de cette collection. Et je trouve que c'est super intéressant ce qu'a fait Gutanabe et Kiun. C'est par rapport au choix et de l'ordre de publication des tomes. C'est que une fois que tu t'es tapé Dagon, une fois que tu t'es tapé l'Appel de Cthulhu, le Cauchemar d'Innsmouth, il paraît tellement intéressant. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette continuité logique avec Cthulhu, avec l'Appel de Cthulhu et Dagon, que ça devient encore plus intéressant. Je pense qu'il serait sorti avant, je l'aurais bien aimé, mais peut-être un peu moins. C'est vraiment ce côté, une fois que tu commences à piger un petit peu le multiverse qu'a créé Lovecraft, avec Cthulhu, avec Dagon, avec tous les grands anciens, tu commences à piger le truc, ça devient plus en plus intéressant. Genre là, il y a des termes techniques, enfin des termes techniques de langage, qu'on avait vu dans Les Montagnes Hallucinées, qu'on avait vu dans L'Abîme du Temps. Et donc, le fait que je commence un peu mieux à digérer et comprendre l'univers qu'a créé Lovecraft, bah, je pense que j'apprécie d'autant plus le Cauchemar d'Innsmouth. Et ça, après, ça reste que mon avis. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de le lire, si vous ne connaissez pas. Mais quand même, lisez dans l'ordre les tomes de cette collection. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs titres de cette collection, avec l'Appel de Cthulhu, qui sont vraiment au top niveau. Maintenant, on part dans un autre délire, on parle de La Guerre des Mondes de H.G. Wells, donc le troisième et dernier tome. Voilà, c'est un peu à l'image de ce que j'ai pensé des 2 premiers. C'est bien, mais c'est pas pour moi, c'est pas un indispensable. Je les ai pris. Clairement, voilà, je me dis à chaque fois, un de ces quatre, je vais déménager, je vais trouver mon appart, etc. Les titres que je vais sûrement vendre, ça fait partie. C'est pas un mauvais titre, mais waouh, si en fait, comparé à la collection Lovecraft de Gutanabe, je trouve que cette adaptation d'un auteur de la même époque, bah, elle est pas ouf ouf. Alors peut-être que la nouvelle est pas ouf ouf, mais là j'avoue que bah, j'ai fini, j'ai fait ouais, bah c'était sympa, mais clairement pas un indispensable. Et en plus, alors après, moi c'est juste comme c'est vraiment mon avis, je crois que j'en ai parlé dans la première vidéo où j'en ai parlé. Le dos est illisible pour moi. Je n'arrive pas à lire le dos avec cet effet un petit peu cuir craquelé. Le noir et la couleur un petit peu vive. Moi, j'arrive pas à lire le résumé, c'est un peu dommage. Donc je me dis, les mecs qui sont daltoniens, ils doivent avoir rien pigé au dos. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, la guerre des mondes, bah voilà, j'en sors comme j'en suis rentré. Osef. Maintenant, on parle de bande dessinée et on commence avec Le Chat du Rabbin, tome 4, Le Paradis Terrestre, donc le tome 4 sur 11. Donc on est encore dans un tome qui n'a pas été adapté dans le film d'animation, où en fait là c'est un tome où on va suivre principalement le chat, avec le Malka des lions, le Malka des lions, je vais dire le Malka des lions. Donc on découvre un petit peu ses origines. En fait, c'est vraiment un tome centré sur ce personnage-là, son passif, les secrets qui est autour de lui, parce qu'on dit oui, c'est un homme à femme, etc. Et en fait, on me dit bah non, en fait, le mec, il a une femme, il a jamais couché avec une autre personne, il a toujours été fidèle, il y a tout son côté, il a les gens autour de lui, pourquoi il a un lion. C'est vraiment un tome super intéressant. Alors on est moins sur le rabbin, on est vraiment peut-être plus sur la culture, on va dire, juif du nord de l'Afrique, parce que je pense que ça c'est un truc qui est vraiment typique peut-être de cette époque-là. Là j'y connais rien, mais en tout cas c'est super intéressant de découvrir tout le délire où genre il part à l'aventure, il tombe sur un prince musulman, ils deviennent potes, et il lui dit ouais mais tu chantes trop bien, on va faire la prière pour les musulmans. Il dit mais moi je suis juif, d'où je peux faire une chanson pour les musulmans. Il dit ah vas-y mon frère, t'es trop fort. Donc il y a tout un délire là-dessus, c'est vraiment super bien. Le Chat du Rabbin c'est toujours un petit plaisir, et surtout comme je dis, s'enchaîner un Chat du Rabbin et un klezmer en même temps, c'est franchement, je vois ça en ce moment, je surkiffe. Vraiment un petit plaisir, en tout cas, j'ai hâte de lire la suite, surtout que là j'ai vu le prochain, les prochains ça va être plus ou moins en rapport avec le film. Là on va voir le Jérusalem d'Afrique, donc qui est pour moi un lien avec le film d'animation qui est sorti il y a quelques années. Mais voilà, le Chat du Rabbin, vraiment une très bonne pioche.
Et on finit comme d'habitude avec du Astérix, et aujourd'hui c'est le 10e tome, Astérix Légionnaire, donc c'est le tome qui introduit Falbala, et alors j'ai oublié le nom de son petit copain, donc son amant, je crois que c'est un Tragicomics, voilà. Ça va me revenir, si je dis pas de bêtises. Donc en fait là, on a au début, on a Falbala qui apparaît, donc qui est introduit dans ce tome-là, et je crois qu'on avait commencé à voir le poissonnier et le forgeron qui est apparu plus récemment, mais il n'y a pas encore la rivalité entre Il est pas vraiment poisson, qui n'est pas encore vraiment apparu dans les tomes. Donc Falbala qui nous dit que Tragicomics s'est fait engager par les Romains, il va partir dans le nord de l'Afrique pour aller au front, et donc Astérix et Obélix s'engagent pour le retrouver et le ramener auprès de sa belle, donc Falbala. Et donc on les voit s'engager dans l'armée romaine, et le bordel. C'est génial, genre, on leur dit, ouais, vous allez à la cantine, vous allez manger ça. Et ils leur donnent une vie bouillie, c'est du riz bouilli, etc. Ils disent, c'est pas bon, vous voulez quoi? Vous voulez autre chose? Et ben vous aurez rien. Le mec qui fout une claque, il fait, moi je veux du sanglier. Donc le chef, il va chercher du sanglier. Il dit, on veut un dessert, un bon dessert. Donc il leur fait des bons desserts. Et les centurions, ils pètent un câble, ils disent, mais ils font n'importe quoi. Mais t'as le cuisinier qui est à fond, toi, genre, c'est génial. C'est très drôle, franchement, c'est une très bonne BD où donc il part du village. Et de toute façon, à chaque fois qu'il part, il quitte le village, tout le monde dit c'est toujours super bien. Et bah c'est vrai, là j'avoue que le fait de quitter le village, de les voir foutre un peu le bordel dans l'armée romaine, c'est vraiment très cool. Voilà, Astérix Légionnaire, c'est vraiment une bonne BD. Alors, moi j'ai beaucoup aimé. Là le prochain c'est les JO. Non, c'est le bouclier Averne. Et après c'est les JO. Donc j'ai hâte de lire ça, les JO, surtout je suis hyper curieux. C'est une BD qui a l'air oufissime. Tellement elle a été adaptée qu'une seule fois au cinéma dans un film pas terrible. Mais voilà, Bouclier Averne, je le connais pas du tout. Donc j'ai hâte de découvrir ça aussi. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir à lire ces BD, à redécouvrir un petit peu cette face cachée que je connaissais pas forcément, où j'avais juste des souvenirs où, voilà, Astérix Obélix, coup de poing, ils sont fous les Romains, etc. Et là, voir des BD plus intelligentes qu'il n'y paraît, c'est vraiment super bien. En tout cas, je passe toujours un grand plaisir devant chaque BD. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et maintenant que c'est dit, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!